Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je veux vous présenter un genre littéraire qui me tient énormément à cœur en tant qu'autrice et éditrice, qui est la littérature de l'imaginaire que j'appelle lumineux pour un public adulte. Déjà pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette niche-là pour ma maison d'édition et ce que j'entends par là, et puis pour vous donner des exemples de lectures existantes francophones ou anglophones, si vous aimez vous aussi ce genre-là et que vous voulez quelques idées de lecture en attendant que notre collection sorte. Et puis ça sert aussi si vous êtes vous-même auteur ou autrice et que vous souhaitez soumettre un manuscrit pour publication sur Café aux Étoiles. Si vous gardez un œil sur le site, vous saurez quand les soumissions vont ouvrir. Là, on a prévu de les ouvrir à l'automne 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ça vous permet de clarifier aussi si vous pensez que votre œuvre que vous souhaitez soumettre rentre dans ce genre de l'imaginaire lumineux pour adultes. Alors, je vais commencer par le plus facile, littérature de l'imaginaire et public adulte. Je pense que c'est assez simple. Donc, littérature de l'imaginaire, c'est aussi ce qu'on appelle en français la SFFF, qui signifie science-fiction, fantasy, fantastique. Donc, c'est tous ces genres littéraires qui sont pas dans notre... comment dire ? Qui sont pas dans notre réalité à nous, où il y a un petit plus surnaturel. Donc ça peut être par exemple la fantasy se passer complètement sur une autre planète, avec des dragons, de la magie, des rois, des reines, des princes, des guerriers, des chevaliers, des choses comme ça. Ou bien ça peut être dans notre monde à nous, mais avec une différence, par exemple quelque chose d'historique qui se passe par exemple en France, mais où il y a des magiciens qui pratiquent de la vraie magie par exemple. Des exemples de fantasy, ça va être Le Trône de Fer de George Martin qui a été mis en série sous le nom Game of Thrones par exemple, ça c'est de la fantasy. Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. Ensuite, science-fiction, eh bien c'est ce qui se passe plutôt dans le futur, ou parfois ça peut être un présent alternatif, quelque chose d'anticipation, ça peut être du post-apocalyptique, donc il y a eu une catastrophe qui s'est passée dans notre monde, et du coup ça se passe après cette catastrophe-là, peut y avoir du voyage dans le temps, peut y avoir des vaisseaux spatiaux, de la conquête de la galaxie, c'est ce qu'on appelle le space opéra. Donc dans la science-fiction, il y a plein de sous-genres, donc par exemple... le livre World War Z, qui est du post-apocalyptique avec des zombies, qui a été fait en film aussi, c'est de la science-fiction. The Walking Dead, la série avec les zombies, c'est de la science-fiction. Mad Max, les films post-apocalyptiques, c'est de la science-fiction. Star Wars, Star Trek, c'est de la science-fiction. Voilà. Et enfin, fantastique. En fait, il y a aussi l'urban fantasy dedans. Alors le fantastique, c'est vraiment un peu façon Mérimée, Edgar Allan Poe, ce genre de trucs-là. Ou même les Stephen King, par exemple, Shining, où on sait pas trop s'il y a quelque chose de surnaturel ou si c'est les gens qui sont fous. C'est quelque chose qui explore parfois la santé mentale ou la perception du monde, etc. Donc même s'il y a un doute, c'est considéré comme du fantastique et ça fait partie de l'imaginaire. Et après, ce qu'on appelle urban fantasy, ça se passe dans notre monde, mais c'est clair et net que le surnaturel existe. Donc là, c'est tous les trucs avec les vampires, les loups-garous, les magiciens, par exemple Harry Potter. On pourrait qualifier ça de urban fantasy, dans le sens où c'est des sorciers qui sont dans notre monde. Ou encore les choses avec les vampires, par exemple Twilight, c'est de l'urban fantasy. Buffy contre les vampires, c'est de l'urban fantasy. Charmed, la série avec les sorcières, c'est de l'urban fantasy. Voilà ce que c'est l'imaginaire, si jamais vous ne connaissez pas du tout. Et ensuite, pour un public adulte, ben, c'est très simple. C'est que les personnages aient une certaine maturité, les thèmes parlent à des adultes, que ce soit pas fait pour les enfants en fait, que ce soit un univers, des personnages, une intrigue qui soit conçue avec en tête des personnes adultes. Ça veut pas forcément dire qu'il y a plein de violence, ça veut pas forcément dire qu'il y a plein de sexe, il peut y en avoir, c'est pas forcément ça que j'entends par adulte, c'est vraiment une question de maturité de l'intrigue, de maturité des personnages, c'est-à-dire que c'est pas des livres jeunesse, c'est pas des livres adolescents ou jeunes adultes, c'est vraiment pour un public adulte. Et maintenant, le troisième point indispensable de cette ligne éditoriale, j'ai choisi le terme lumineux. Et c'est celui-là qui va nécessiter un petit peu plus d'explications. Qu'est-ce que j'entends par lumineux? J'ai choisi ce terme-là pour faire opposition à ce qu'on appelle un univers sombre. Donc les trucs qui sont sombres, qui sont dark comme on dit en anglais, ça va être des choses peut-être avec des sociétés qui sont très pesantes,
des choses qui sont pires que dans notre monde. Par exemple, tout ce qui est post-apocalyptique en général, c'est plutôt sombre, parce que c'est l'humanité qui a chuté, où on se retrouve avec nos instincts de violence de base, etc., etc. Ça peut être très violent. C'est souvent une vision de l'humanité qui est un peu désespérée, quoi. C'est-à-dire qu'on est des prédateurs et qu'on fait que d'être violents les uns avec les autres, etc. Peut-être que si vous imaginez qu'est-ce que c'est quelque chose de sombre, c'est un peu plus clair dans votre tête. Et j'ai choisi le terme lumineux pour aller justement en miroir de ça, parce que ce que je veux, ce que j'aime lire en tant que lectrice, ce que j'écris en tant qu'autrice, et ce que je veux proposer avec Café aux étoiles, c'est un imaginaire qui, au contraire, soit lumineux. Où on peut imaginer une société qui fonctionne mieux que la société de maintenant. On peut soulever des problèmes, mais avec un imaginaire lumineux, on soulève les problèmes en imaginant une solution plutôt qu'en soulignant encore plus le trait de ce qui va pas dans notre nature humaine ou que sais-je, vous voyez. Lumineux, ça peut aussi vouloir dire divertissant, on passe un bon moment, c'est de l'aventure. Lorsqu'on lit le livre, et on a un sourire sur les lèvres, ou tout simplement on s'amuse bien avec les personnages qui vivent plein d'aventures. Ça peut être l'émerveillement aussi, avec le genre de l'imaginaire. L'émerveillement s'y prête très très bien, puisqu'on peut imaginer des mondes imaginaires, on peut imaginer de voyager dans l'espace. Vous savez, c'est un peu façon Jules Verne, il y avait beaucoup d'émerveillement dans Jules Verne. C'est une vision très positive et optimiste du futur et de la science et de ce qu'allait être l'avenir de l'humanité. Et ces bouquins-là, ils exploraient le centre de la Terre, ils exploraient 20 000 lieues sous les mers, ils allaient sur la Lune, il y avait un côté exploration, il y avait un côté merveilleux. Donc ça, pour moi, ça fait partie du lumineux. Et puis après, ça peut être tout simplement des trucs un peu plus cosy, un peu plus feel good. On passe un bon moment, on se réconforte, on met ça dans le kit de survie émotionnelle. Donc là, ça peut être des petits mystères cosy, ça peut être un petit peu de romance, ça peut être quelque chose d'un petit peu humoristique. Voilà ce que j'entends par lumineux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va générer au final des émotions positives, qui vont vous faire vous sentir bien, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de substance. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que je pense qu'on confond peut-être le côté lumineux et même le côté feel good, cosy, divertissant, avec l'idée qu'il n'y ait pas de substance, que ce soit superficiel en termes d'intrigue, que ça parle de rien, que c'est juste pour poser le cerveau à côté. Et il y a des œuvres qui sont faites pour ça, et c'est très bien, et c'est accepté dans la ligne éditoriale de Café aux étoiles, et j'aime en lire de temps en temps. Mais on peut être lumineux et avoir de la substance. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait faire passer un message en fait à travers une histoire, faire traverser des épreuves, un voyage du héros au personnage principal, dire quelque chose à propos de la nature humaine, à propos de notre société, à propos des émotions, à propos de thèmes très très philosophiques, mais le faire de manière lumineuse. Un exemple. Mettons qu'on veut souligner des problèmes qu'on a dans la société politique, économique d'aujourd'hui. Le pendant sombre de ça, ça va être le genre qu'on appelle cyberpunk, par exemple, qui est un genre où les sociétés capitalistes ont pris encore plus de pouvoir, où les travailleurs ont encore moins de droits, où ça devient presque de l'esclavage, le travail pour les grosses entreprises. Ou à l'inverse, la publicité nous fait faire de l'évasion avec de la dopamine encore pire que maintenant, que c'est une société de consommation encore pire que maintenant. Donc ça va être le genre cyberpunk. On va venir souligner les problèmes de la société actuelle en forçant le trait et en créant une société très sombre. Ben, le pendant lumineux de ça, ça va être le genre qu'on appelle solarpunk ou hopepunk, qui est un genre lumineux de la science-fiction, où au contraire on va répondre à ces problématiques actuelles en imaginant une société où ça marche mieux que maintenant. Par exemple en imaginant une société où il y a un revenu universel, les machines qui travaillent et qui font toutes les choses à notre place, et que les êtres humains sont du coup libres de poursuivre leur créativité, leurs envies, leurs activités, etc. etc. Ou ça peut être imaginer un futur où on est capable de coopération, d'exploration et de diplomatie avec les races aliens par exemple. Un exemple de, alors je sais pas si ça peut se qualifier de solarpunk, mais en tout cas de vision plus optimiste de la science-fiction, c'est Star Trek, l'univers Star Trek, qui a plein de séries différentes, où on imagine quand même l'humanité qui s'est fédérée dans une fédération mondiale. Le vaisseau Enterprise, qui est le plus connu des différentes séries Star Trek, c'est un vaisseau d'exploration, de recherche. Ça met en avant le côté coopération, le côté ingéniosité, curiosité de l'humanité.
Donc là, pour moi, c'est quelque chose, c'est un pendant lumineux. Un autre exemple d'utopie, c'est la série de la culture de Ian Banks. Il a écrit ça dans les années 80-90, je crois. Et c'est un univers utopique, en fait, où les êtres humains ont colonisé la galaxie. Et avec les machines, les IA, la technologie, en fait, ils ont plus besoin de travailler pour tout ce qui est survie. C'est-à-dire que c'est les IA qui font tourner la société quelque part. Et du coup, les êtres humains, ils vivent plusieurs centaines d'années. Ils ont tout un tas de libertés. Ils peuvent changer de sexe à volonté. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils peuvent voyager, se balader, etc. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, de pendant lumineux, de on montre ce qui pourrait être, on présente les problèmes en montrant des solutions. Et ça peut être profond quand même, parce que par exemple, pour la culture d'Ian Banks, ces héros sont toujours des gens qui sont un peu en marge de cette société utopique, et il va venir souligner des éléments de la nature humaine et poser des questions qui sont intéressantes. Par exemple, dans L'Homme des Jeux, qui est mon préféré de la série, du cycle de la culture, le gars il s'ennuie comme un rat mort. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans une utopie, où on n'a plus besoin de travailler pour survivre, et ben qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est une vraie question, ça. Et c'est une question qu'on peut poser dans un univers lumineux. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. On peut très bien faire quelque chose de lumineux pour un public adulte, mais qui ait de la profondeur dans le propos. C'est possible. Le deuxième point, c'est la question du conflit narratif. C'est-à-dire que bien souvent, on imagine que quelque chose qui est lumineux, qui fait du bien, qui est utopique, etc., ça va forcément... Du coup, tout va forcément bien se passer pour les personnages vont jamais avoir de problème, etc., etc. Et ça non plus, je suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez très bien imaginer un univers ou une histoire que je qualifie de lumineuse, mais avec des personnages qui ont des failles, des défauts, qui ont vécu des difficultés, qui vivent des difficultés pendant l'histoire. C'est ce qu'on appelle le conflit narratif. C'est pas parce que le truc est lumineux que forcément on est au pays des bisounours et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Au contraire, ce serait peut-être pas très crédible et on aurait du mal à rentrer dedans, surtout dans un univers destiné à un public adulte. Le conflit narratif, ça fait partie de ce qui rend l'histoire intéressante, de ce qui donne envie de lire la suite. On veut savoir comment les personnages vont s'en sortir. Et si un personnage est trop parfait, s'il n'a pas de défaut, s'il n'a pas de problème, s'il lui arrive rien, on n'arrive pas à s'y attacher. Je me souviens que j'avais eu ce problème avec la série Designated Survivor. Je sais pas si elle est lumineuse, hein, mais en tout cas c'est une série avec le type de 24 heures chrono là, je sais plus comment il s'appelle, Kiefer Sutherland, un truc comme ça. Bon bref, c'est lui le héros, et il se retrouve président des États-Unis par intérim parce que les 18 mecs qui étaient avant lui dans le truc, ils sont tous morts en même temps. Et en fait, j'ai pas réussi à accrocher à cette série parce que ce personnage, il est trop parfait. Il veut trop bien faire. Alors il y a du conflit externe puisque le truc il a explosé, mais il veut trop bien faire. Il est très amoureux de sa femme, il a pas de défaut, il a pas de problème, il est trop parfait, et du coup, moi j'ai pas réussi à rentrer en lien avec le personnage. C'est le fait de créer des gens qui sont humains, des protagonistes qui sont humains, qui ont leurs failles, qui ont leurs doutes, qui ont leurs peurs, qui traversent les épreuves, qui font qu'on s'y attache en tant que lecteur et lectrice. Donc bien évidemment que vous pouvez créer une histoire lumineuse, mais dans laquelle il y a de la tension, du conflit narratif. Peut-être que ça va être le degré qui va être différent, ou la manière de l'exprimer qui va être différente. Par exemple, dans le livre que je suis en train de corriger, là, en Paris, où l'héroïne, c'est une magicienne dans un univers un peu victorien, mais science-fiction, fantasy. Et son pouvoir, en fait, il est perçu comme pas puissant du tout par la société, et du coup elle est un petit peu mise de côté parce que c'est la puissance du talent magique qui fait le statut social. Donc ça veut dire que déjà elle a un problème externe dans cette société. Déjà c'est pas une société parfaite, c'est une société qui a beaucoup de hiérarchie de classe, et ensuite son pouvoir n'est pas bien vu par la société, etc. Donc ça crée du conflit interne, et notamment elle est très anxieuse à l'idée d'utiliser ce pouvoir, déjà parce que c'est inconfortable physiquement, mais aussi parce que ça l'a mise dans des situations, ça l'a mise dans la merde dans le passé en fait. Et du coup, elle a beaucoup d'anxiété, elle ose pas sortir de sa zone de confort, elle fait pas confiance à son pouvoir, etc. Ça n'empêche pas que ce soit lumineux pour autant. La différence, c'est que si ça avait été un univers sombre, peut-être que les difficultés dans lesquelles ça l'aurait mis seraient des difficultés affreuses, avec des gens qui meurent, avec des violences physiques, de la torture, des machins comme ça. Et bah là, non, comme c'est un univers lumineux, j'ai choisi que les situations difficiles dans lesquelles ça la met, ça va être des situations inconfortables, où elle va avoir honte, où elle va se retrouver face à quelqu'un sans savoir quoi dire, peut-être où du coup elle va être humiliée, mais parce que elle va rater un examen. Voilà, ça va être des situations qui génèrent de l'émotion,
mais qui sont pas dans les mêmes extrêmes que si c'était quelque chose de sombre. Et pareil pour les conflits externes, c'est-à-dire que dans une histoire il peut y avoir un conflit, simplement c'est on n'est pas obligé de faire c'est la fin du monde, l'humanité a pratiquement disparu et les factions qui restent s'entretuent. Ça peut être une difficulté du type je sais pas moi, du type mon voisin et moi on veut coucher avec la même fille. C'est un conflit narratif ça. Ou un conflit du type je n'arrive pas à maîtriser mon pouvoir magique et du coup je perds le contrôle et je sais pas comment gagner le contrôle. C'est un conflit narratif ça aussi. Dans du lumineux il peut aussi y avoir du conflit narratif, c'est même fortement conseillé parce que sinon le bouquin risque d'être chiant. Simplement la différence va être dans la nature du conflit, la nature de la tension. Si vous pouvez mettre de la tension quand le sort du monde entier est risqué, vous avez aussi de la tension quand le boss du personnage principal est une connasse et que du coup le personnage principal ressent de l'anxiété l'idée d'aller travailler, voyez. Vous pouvez jouer là-dessus, ça n'empêche pas que ce sera lumineux quand même. Un exemple de space opéra lumineux que j'aime beaucoup qui est L'espace d'un an par Becky Chambers, où c'est en fait un équipage où il y a une humaine et puis différents aliens qui sont sur un vaisseau qui fait du forage en fait pour créer un tunnel suprastellaire pour que les gens après puissent voyager au-delà de la vitesse de la lumière dans le tunnel. Donc c'est comme une espèce de foreuse de l'espace. Et ça s'appelle L'espace d'un an parce qu'en fait l'histoire dure pendant un an, pendant que le vaisseau y va forer ce truc. Et il y a quand même du conflit narratif, il y a du conflit interpersonnel parce qu'il y a des différences culturelles entre les différents aliens, à un moment donné ils se font attaquer par des pirates, donc il y a quand même de la tension, il y a quand même du conflit narratif, il y a quand même une évolution entre les personnages, mais ça reste une histoire lumineuse parce que ça montre un bon côté de l'humanité, ça montre une société galactique dans laquelle les choses se passent bien, pas toujours, pas pour tout le monde, mais ça peut se passer bien, et malgré tout il y a quand même du conflit narratif. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple c'est que j'aime beaucoup la trilogie de l'interdépendance de John Scalzi. Je me rappelle plus comment s'appelle le premier tome, mais la série s'appelle L'Interdépendance, c'est une trilogie, c'est publié chez La Talente. Et là, pour moi, ça tombe plus dans le côté divertissant du lumineux. Et c'est quand même un truc où il y a des gros enjeux, puisque les flux qui permettent de voyager entre les systèmes solaires sont en train de s'effondrer. L'empire dans lequel on est quand on arrive au début, qui sont des planètes et des stations spatiales qui ont été colonisées par les humains, qui créent un empire interdépendant entre des guildes, une espèce de guilde marchande qui possède différents monopoles sur différents trucs nécessaires, genre les vaisseaux spatiaux, la bouffe, le machin, le truc. Et en fait, l'Empire est en train de s'effondrer, parce que les flux sont en train de s'effondrer et qu'on peut plus voyager comme on veut entre les systèmes stellaires. Donc on est quand même sur un sujet hyper sérieux, puisque c'est la fin d'une civilisation. Mais je me suis vachement amusée, parce que John Scalzi, il a un ton un peu ironique, un peu comique quand il raconte, il y a une espèce de distance en tant que narrateur quand il parle de ses personnages qui rend le truc ultra divertissant. Il a différents points de vue de différents personnages, et il y a des personnages qui sont ultra en couleur, où c'est vraiment amusant de les suivre en fait. Il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais au final ça crée pas des émotions atroces, de désespoir, de choses comme ça, même s'il y a des gens qui meurent, etc. On en revient au fait que conflit narratif, c'est possible dans du lumineux. Mais grosso modo, on passe un bon moment. Et quand la trilogie, elle se termine, les valeurs qui sont mises en avant, qui s'en sort et qui s'en sort pas, un peu la morale de l'histoire, elle est optimiste par rapport à la nature humaine, elle soutient des valeurs quand même qui sont positives. Et au final, on a passé un bon moment en fait. On s'est vachement amusé avec les personnages, on sent qu'il s'est amusé à écrire ses bouquins, et du coup pour moi ça rentre dans du lumineux quand même, parce qu'au final on a passé un bon moment, vous voyez. Alors maintenant qu'on a clarifié les deux points qui me paraissaient hyper importants, qui sont que oui, on peut créer du lumineux qui est de la profondeur narrative avec des messages, etc. si on en a envie, et qu'on peut créer tout à fait des personnages qui vivent des difficultés, où il y a du conflit, de la tension, etc. Je voulais revenir rapidement sur pourquoi j'aime lire ça en tant que lectrice et pourquoi ça me paraissait important de proposer ce genre de ligne éditoriale avec Café aux étoiles. Alors pourquoi j'aime lire ça en tant que lectrice? Parce que c'est mon goût, hein. C'est-à-dire que je trouve que la lecture, enfin pour moi la lecture ça a toujours été une sorte d'évasion, ça a toujours été un moyen de faire travailler mon imagination, de me sentir mieux.
de passer un bon moment, de me changer un petit peu les idées quand le quotidien il était pas terrible dans la vraie vie, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté divertissement, évasion, réconfort qui est hyper important pour moi en tant que lectrice. Et que du coup je veux retrouver en tant que lectrice adulte dans autre chose que de la jeunesse. Et puis, comment dire, le côté un peu plus profond, etc. des lectures, c'est-à-dire que c'est notamment très vrai dans la science-fiction, ça, qu'on utilise beaucoup l'imaginaire pour faire passer des messages, pour dénoncer quelque chose via de la métaphore, ou même la fantaisie, hein. Par exemple la magie, c'est très très souvent la métaphore du pouvoir. Mais en fait moi ma théorie, en tout cas moi en tant que lectrice, je vais être plus réceptive aux messages si derrière il y a quand même de l'espoir et que j'ai passé un bon moment. Genre c'est le bouquin, il est ultra traumatisant parce qu'il est hyper sombre. Alors oui, j'ai compris le message, mais la réalité est déjà assez sombre comme ça, j'ai pas forcément envie de m'en rajouter une couche et ça va pas être ce qui est le plus efficace pour moi. Donc là-dessus, c'est chacun ses goûts. Certaines personnes au contraire ont besoin de cette espèce de coup de poing de littérature très sombre, d'univers très sombre pour un peu se réveiller ou ça fait davantage réfléchir parce que ça génère des émotions inconfortables et désagréables. Je sais que moi dans mon caractère je fonctionne pas comme ça. Je suis déjà hypersensible, je suis déjà très affectée par ce qui se passe dans la vraie vie, dans le vrai monde. Et en fait ça fait que rajouter des couches d'émotions trop difficiles à gérer, et ça va pas m'aider à m'intéresser au sujet et à comprendre le message. Au contraire, personnellement en tant que lectrice, j'ai besoin de quelque chose qui va contrebalancer toute la négativité qu'il y a dans la société aussi, venir générer des émotions en tout cas qui sont plus constructives pour moi, et ça va davantage me faire réfléchir, ça va me faire réfléchir à des possibilités, ça va me faire réfléchir à des solutions, notamment dans le domaine de la science-fiction. C'est pour ça que je préfère largement tout ce qui est solarpunk, hopepunk, etc. plutôt que le cyberpunk, parce que je trouve que c'est beaucoup plus stimulant de réfléchir à ce qui est possible, à ce qu'on pourrait faire de mieux, plutôt que d'imaginer comment ça pourrait être encore pire que ce que c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est mes préférences en tant que lectrice, et ça m'amène à pourquoi j'ai choisi cette niche-là pour ma maison d'édition. C'est que en grandissant, en étant adulte, j'ai 36 ans au moment où j'enregistre cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand je cherche de l'imaginaire qui soit lumineux, mais pour adultes. C'est-à-dire qu'en général, quand je cherche le genre de livre que j'aime, qui est de la profondeur ou pas, hein, que ce soit le côté évasion, que ce soit le côté réflexion mais utopique, que ce soit le côté tout simplement divertissement un peu cosy, un peu feel good, et bien dans 90% du temps, je me retrouvais à tomber sur de la jeunesse ou du young adult. Dans l'imaginaire. Comme si... Parce qu'après, dans le pas imaginaire, il y a des mystères cosy façon Agatha Christie, il peut y avoir de la romance contemporaine, même si moi c'est pas mon truc. J'ai remarqué, la romance qui est pas de l'imaginaire, c'est pas mon truc. Ouais, mais il y en a. Mais par contre, dès qu'on rentre dans l'imaginaire, ça devient beaucoup plus difficile à trouver. Et c'est essentiellement des trucs pour les jeunes, en fait, hein, pour les ados ou les jeunes adultes. Et j'arrive à un âge où ça ne m'intéresse plus, en fait. Alors il y a certains trucs de young adult qui sont suffisamment bien faits pour que j'ai quand même passé une très très bonne lecture. Je pense notamment à la trilogie Grisha, et puis le duo qu'elle a fait après, la Six of Crows, que j'ai beaucoup aimé lire malgré mon grand âge. Ou par exemple j'ai beaucoup aimé les 4 livres de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver. Christelle Dabos, elle s'appelle, elle avait gagné le concours Gallimard Jeunesse avec ce premier tome, et les 4 bouquins sont vraiment très cool. J'ai passé un très très bon moment, même si c'est à destination d'un public jeune adulte. Mais en tant qu'adulte, je recherche autre chose en fait en tant que lectrice. C'est-à-dire que je recherche davantage de profondeur dans les thèmes. Je recherche aussi des thèmes qui colle davantage avec mon âge, c'est-à-dire que dans du young adult, bien souvent, c'est l'initiation, la découverte de soi, le fait de savoir s'éloigner de sa famille pour trouver son propre chemin. Ça va être des recherches identitaires, ou ça va être le premier amour, des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse plus, ça. À mon âge, j'ai plutôt envie d'explorer d'autres thèmes, peut-être plus mature, je sais pas moi, des thèmes autour du sens de la vie, autour de l'avenir de la société. Ça peut être des thèmes autour de l'amour, etc. Mais j'en suis plus à mon premier amour, vous voyez. Donc ce thème-là, il m'intéresse plus.
Et du coup, je me suis un peu retrouvée coincée ces dernières années en cherchant des bouquins qui me plaisent vraiment, à soit partir vers de l'adulte, mais qui du coup est sombre, et où je me sens pas forcément bien, et où je trouve qu'il y a parfois une surenchère de violence, où justement que les défauts actuels de la société sont trop soulignés quand on a déjà assez vu dans les news, c'est pas la peine d'en rajouter. Et où là du coup j'avais ces thèmes que je voulais, ou cette maturité de personnage que je recherche à mon âge, mais dans des univers qui sont peut-être trop sombres. Je pense notamment à Game of Thrones, ça va 5 minutes, hein, les femmes qui se font violer et compagnie, mais au bout d'un moment j'en ai jusque là. Et à l'inverse, si je veux chercher quelque chose de plus lumineux, qui me fasse passer un bon moment, dans la plupart des cas, je me retrouve avec du young adult. Notamment, si vous pensez à l'urban fantasy, qui est un genre que j'aime beaucoup, Buffy contre les vampires, c'est pour les ados, Charmed, c'est pour les ados, Twilight, c'est pour les ados, il y en a marre, quoi. Et du coup, je me suis mise à rechercher proactivement ce genre de bouquin-là, qui soit de l'imaginaire, qui m'aide à m'évader, à me divertir, mais avec des thèmes matures, mais qui soit pas sombres. Et je me suis rendu compte que c'était hyper rare. C'est de plus en plus présent dans la culture anglo-saxonne, ça commence à venir en France, mais j'ai pas trouvé de maison d'édition qui ait vraiment une collection comme ça. C'est-à-dire que des fois il y a un truc un peu solarpunk qui fait son apparition, beaucoup de choses chez La Talente notamment, pas mal de mes séries préférées, je pense au Journal d'un assassin de Martha Wells, c'est La Talente, Becky Chambers, L'espace d'un an, c'est La Talente, la trilogie de John Scalzi, c'est La Talente. Donc il y en a qui commencent à publier ces choses-là, mais ça reste très niche, ça reste des traductions de choses anglophones qui ont déjà fait leurs preuves, et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai soumis mon propre texte il y a 4 ans maintenant, où j'ai soumis un manuscrit qui s'appelait Les Allumés de la Sphère de mystère cosy surnaturel, qui se passe à Paris. Et en fait, les retours que j'ai eus des éditeurs qui m'ont répondu, notamment ActuSF qui m'a répondu, il y a Albin Michel l'Imaginaire qui m'a répondu, il y a Noir d'Absinthe qui m'a répondu aussi, mais Noir d'Absinthe, je savais que c'était trop lumineux pour eux, c'est une maison d'édition de l'imaginaire qui a quand même une ligne éditoriale assez sombre, donc je savais que ça collait pas. Mais en tout cas, les réponses que j'ai eues, c'était soit c'est trop adulte, c'est-à-dire que comme c'est tout cosy, tout sympa, etc., il aurait fallu que l'héroïne ait plutôt 20 ans que 35, parce que c'était une héroïne qui était en plein burn-out, en plein questionnement de milieu de vie à 35 ans, vous voyez. Ou bien que pour quelque chose d'adulte, c'était trop plan-plan, qu'il n'y avait pas assez de violence, pas assez d'action, pas assez de tension. Et je me suis rendu compte que dans le milieu de l'imaginaire français, francophone, il y a un vrai trou en fait. Comme si les auteurs et autrices, et par extension les éditeurs et éditrices qui créent leur collection, lorsqu'ils font de l'imaginaire pour adultes, parce que déjà de base, tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, en France, par défaut, on classe ça dans le jeunesse, comme si c'était que pour les gamins, un peu comme les mangas. Au Japon, il y a des mangas pour adultes, il y a même des mangas érotiques, etc. Mais en France, on reste coincé dans cette idée que un manga ou une BD, c'est forcément pour les gosses. Donc déjà, il y a ce biais-là en France. Et du coup, j'ai l'impression que le résultat, c'est que les auteurs, autrices et éditeurs, éditrices qui veulent de l'imaginaire pour adultes, et bien forcément, ils vont se tourner vers ce qui est le plus sombre, le plus violent, le plus érotique, le plus truc comme ça, pour bien dire « c'est pas de la jeunesse ». Et du coup, il y a cette espèce de manque, je trouve, dans l'écosystème pour cet imaginaire, pour les gens comme moi en fait, qui cherchent quelque chose à destination d'un public adulte, avec la maturité et les thèmes, etc., qui correspondent à un public adulte, mais sans que ce soit ultra sombre, quoi. Et du coup, j'ai décidé, en créant ma maison d'édition, que si cette niche elle n'existe pas, eh ben je vais me mettre dedans et je vais la créer. Plutôt que d'essayer de toquer à la porte des châteaux des autres éditeurs qui n'ont pas de place pour ce que j'écris et pour ce que d'autres auteurs et autrices écrivent, parce que si je le cherche en tant que lectrice, je suis pas la seule, et si je l'écris en tant qu'autrice, je suis pas la seule. Donc plutôt que d'essayer de coller à quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'ai envie, je préfère être alignée avec mon intention créative, alignée avec ce qui me plaît moi, et du coup créer ma propre cabane, plutôt que de toquer à la porte des châteaux des autres. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de sortir la collection Café-Lité, de la maison d'édition Café aux Étoiles que j'ai créée en 2022, pour pouvoir donner un espace de publication pour les œuvres de l'imaginaire pour un public adulte, mais lumineuse. Et c'est un espace à la fois pour les lecteurs et les lectrices francophones qui chercheraient des auteurs et des autrices françaises qui publient ce genre de choses, et aussi
un espace pour les auteurs et autrices qui publient du lumineux pour adultes et qui n'arrivent pas à trouver d'éditeurs pour leurs œuvres, puisque c'est une niche toute particulière pour laquelle il n'y a pas vraiment de place encore en France. Donc je veux créer un peu ce petit sanctuaire-là, à mon niveau, c'est une toute petite maison d'édition, mais j'ai envie que ça existe. Et c'est pour ça qu'avec Camille, on travaille sur cette collection Caféité qui sort en 2023, qui est peut-être sortie au moment où vous regardez cette vidéo, en fonction de quand vous la regardez. Et du coup, je vais terminer la vidéo sur des recommandations de bouquins, de séries que j'ai aimées moi en tant que lectrice et que je qualifierais comme appartenant à cette ligne éditoriale d'imaginaire pour adultes lumineux. Si ça vous donne des idées de trucs à lire, si c'est votre style, et si vous êtes vous-même auteur ou autrice et que vous hésitez à soumettre votre manuscrit dans la maison d'édition, ça vous donne des idées de ce que je fais rentrer dans ce thème-là. Et il y a un article de blog sur le blog de Café aux Étoiles, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, où je résume tout ce que je vous raconte là. Là, c'est vraiment de la discussion, du blabla, pour vous expliquer en vidéo les choses comme elles me viennent, sur un ton de conversation ensemble avec un petit thé. Mais il y a un résumé de tout ça dans l'article pour que ce soit un peu plus direct si jamais vous, par exemple, envisagez de soumettre un manuscrit pour Café aux Étoiles. Du coup, quelques recommandations de choses pour adultes lumineuses que j'apprécie beaucoup de lire, donc des choses que je vous ai déjà citées plutôt dans la vidéo. En SF, donc il y a les livres de Becky Chambers, notamment L'espace d'un an, que je qualifierais de solarpunk ou hopepunk, très orienté, une société meilleure que la nôtre, etc., très orienté relation entre les personnages et c'est adulte. J'ai aussi déjà cité Martha Wells et sa série Le journal d'un assassin, que je mettrai dans le lumineux parce que déjà dans les différentes sociétés qu'elle présente, elle présente une société utopique ou en tout cas une société qui est mieux que la nôtre à travers la planète de préservation. Et ensuite parce que le personnage, donc le fameux assassin, je trouve que c'est un plaisir d'être dans sa tête et de lire ce qui elle pense des humains, etc. Et c'est très divertissant. Ensuite, il y a le cycle de la culture d'Ian Banks qui est clairement de l'utopie. Et c'est un classique dans la science-fiction, space opéra d'utopie, la culture d'Ian Banks, si vous avez envie de découvrir ça. Ensuite, toujours dans la science-fiction, je vous ai aussi cité la trilogie de l'interdépendance de John Scalzi. Ensuite, toujours dans le space opéra, j'aime beaucoup Anne Leckie, qui a publié plusieurs choses, notamment la trilogie de l'Ancillaire, que je qualifierais de lumineux, tout simplement parce qu'elle imagine des sociétés différentes des nôtres, des possibilités en fait culturelles, qui sont parfois meilleures, parfois pas forcément meilleures, mais en tout cas qui imaginent du possible en fait, et qui est beaucoup dans les relations interpersonnelles, etc. Donc moi, si un jour quelqu'un me soumettait un bouquin dans la même veine que la trilogie de l'Ancillaire d'Anne Leckie, je considérerais que ça rentre dans le lumineux. Et ensuite, dans les choses anglophones que, à ma connaissance, ne sont pas traduites, les livres de Jessie Mihalik rentreraient bien là-dedans. C'est des trucs un peu à la Mass Effect, Jessie Mihalik, je pense notamment à Hunt the Stars, ou encore à la trilogie du Consortium, dont le tome 1 s'appelle Polaris Rising, où c'est un mélange de space opéra, d'aventure et d'intrigue, avec des personnages qui se réunissent en équipage dans un vaisseau, donc il y a tout ce côté camaraderie, le côté interculturel aussi, en tout cas dans Hunt the Stars, puisqu'il y a une race alien, donc il y a tout le côté interculturel, une action qui est très divertissante, et un côté romance aussi, qui donne le côté un peu plus feel good, un peu plus sympa. Et un autre exemple de space opéra qui je crois n'est pas traduit, c'est la série Fallen Empire de Lindsay Buroker, où là c'est vraiment de l'action, c'est Firefly en bouquin quoi. Pareil, c'est un équipage, c'est que des humains, enfin il y en a un c'est un cyborg, mais c'est quasiment que des humains, mais qui font partie de camps différents, Empire et Alliance, qui doivent collaborer, et à qui il arrive un tas de trucs, c'est un peu 24 heures chrono dans l'espace quoi. Il leur arrive un tas de couillonnades, et c'est très divertissant, c'est vraiment de l'aventure, aventure-action, ça se passe pas toujours bien pour eux, mais je trouve que on reste sur le bord de la chaise à se dire oh là là comment ils vont s'en sortir, mais il y a un côté très divertissant à ça j'ai trouvé, même si l'univers en lui-même n'est pas particulièrement lumineux, puisque c'est après une rébellion, donc après une guerre, et du coup la société est dans un pire état qu'avant la guerre, avec des pirates, des trucs comme ça, donc c'est pas... Voilà, un exemple de quelque chose que je qualifierais de lumineux quand même si la société
du bouquin n'est pas lumineuse, parce que le côté action hyper rapide, hyper tension, etc., c'est ultra divertissant. Ensuite, dans les genres mystère, polar, etc., parce que c'est un genre que j'adore, ce serait assez similaire à Miss Fisher, si vous connaissez Miss Fisher. Le problème, c'est que Miss Fisher, c'est pas de l'imaginaire, donc ça ne rentrerait pas dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Mais si on imaginait une Miss Fisher qui serait une sorcière avec des pouvoirs magiques, et ben ça rentrerait tout à fait dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Dans le même genre, j'aime beaucoup Les Rivières de Londres. Je crois que c'est le tome 1 qui s'appelle Les Rivières de Londres, et la série s'appelle Le Dernier Apprenti Sorcier par Ben Aronovitch, qui est du polar paranormal, surnaturel, où le gars c'est donc un dernier apprenti sorcier, son chef c'est le damné sorcier, et puis il enquête sur les affaires qui ont un côté surnaturel, et donc chaque bouquin c'est un meurtre ou une enquête différente, et puis il y a des personnages récurrentes. Les Rivières de Londres c'est des déesses en fait, d'où le nom du tome 1 qui est autour de ça. Donc il y a des déesses, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a plein de choses comme ça. Et en fait je qualifierais ça de lumineux dans le sens où on découvre Londres en fait, c'est super intéressant. Chaque tome va être sur un quartier. Il y a un tome qui est à Soho par exemple, il y a un tome qui est plutôt autour du métro et d'une vie souterraine à Londres, et on en apprend un peu plus sur comment le métro s'est monté à l'époque, etc. Il y a un tome qui se passe dans une espèce de gratte-ciel horrible, une sorte de tour Montparnasse imaginaire, qui va du coup parler un peu de l'architecture des années 60-70 et de ce genre de quartier-là de Londres, etc. Et je trouve que le côté visite de Londres, il y a un petit côté évasion et divertissement qui est assez sympa. Donc moi, si quelqu'un me proposait ce genre d'urban fantasy mystère, je serais capable de le mettre. Je trouverais que ce serait suffisamment lumineux pour pouvoir rentrer dedans. Ah oui, et pour le côté un peu plus feel good, etc., des exemples que je peux vous donner, à mon avis, ceux-là, il y a des chances qu'ils soient tous chez Milady, la collection Beat Lit de Brajlon, parce que je me suis rendu compte que toutes les autrices de romances paranormales que je lis, elles sont traduites en français chez Milady Brajlon. Donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez lire en français. Mais je pense notamment à Shelley Lorenson, qui est aussi publiée sous le nom G.A. Aiken, et elle crée des univers. Donc il y a la série qui s'appelle Pride, où c'est des change-formes, des métamorphes. Donc il y a des loups, il y a des hyènes, il y a des lions, il y a des panthères, des tigres, des machins comme ça se passe à New York. Et chaque histoire, en fait, c'est une romance en fait paranormale, donc ça va être deux personnes qui sont des métamorphes qui se rencontrent, et il y a tout un tas de petites aventures jusqu'à ce qu'ils se mettent ensemble. Et puis d'un tome à l'autre, c'est des héros différents, mais ils se connaissent tous entre eux. Ça va être le héros du tome 2, ça va être le frère du héros du tome 1, ou un truc comme ça, vous voyez. Et, et c'est vraiment très très cool parce que il y a vraiment tout ce côté famille et amis. Donc on retrouve ce groupe de personnages à chaque tome qu'on est ravis de retrouver. Il y a énormément, elle sait très très bien le faire. Elle a publié une autre série qui est fantasy sous le nom G.A. Aiken, qui s'appelle Dragonkin en anglais, et où en fait c'est des change-formes dragons dans un univers de fantasy. Et c'est ces dragons qui trouvent leur partenaire de vie en fait, et pareil, il y a un dragon différent en guise de héros à chaque tome. Et cette autrice-là, elle a un point commun, qui est qu'elle est capable de créer des groupes de personnages qui sont à la fois ultra attachants, où il y a beaucoup de camaraderie entre eux, beaucoup de... où ils se cherchent les poux un peu entre eux tout le temps, etc. Et en fait, elle arrive à créer cette ambiance de groupe entre les personnages qui est hyper agréable à lire. Et du coup, on est hyper content d'un tome à l'autre de voir un personnage secondaire qu'on a bien aimé devenir le personnage principal de ce tome-là. Et du coup, il y a une légèreté dans le ton, dans les relations entre les personnages, une espèce de camaraderie familiale ou amicale entre les personnages qui donne vraiment du baume au cœur. Donc ça va être un exemple dans un genre romance paranormale de bouquins que je considère comme lumineux et qui aurait sa place dans Café aux étoiles. Et d'autres exemples d'autrices dans ce genre-là, je pense à Susan Wright qui elle écrit avec des meutes de loups, sa série La Meute du Phénix et La Meute Mercury qui sont deux spin-offs qui se passent dans le même univers, dans la même série. Ça il me semble que c'est aussi Milady qui a les droits de ce truc, en français. Et c'est un peu le même genre. Susan Wright et Shelley Lorenson, je trouve qu'elles sont très très fortes pour créer des personnages très vite attachants et des groupes de personnages hyper attachants. Donc Susan Wright dans La Meute du Phénix, du coup c'est tous les loups qui appartiennent à cette meute. Le tome 1 c'est l'alpha qui trouve sa femelle alpha, et après c'est les différents
loups qui font partie de sa sécurité, en fait, qui trouvent d'un tome à l'autre chacun leur partenaire de vie, quoi. Et pareil, il y a cette espèce de camaraderie entre les loups, on a envie de connaître l'histoire de ceux qui sont personnages secondaires, etc. Et donc c'est vraiment cette légèreté de ton. C'est pas seulement le fait que ce soit de la romance, mais c'est cette légèreté de ton, le fait qu'on passe un bon moment, etc. Parce que, par exemple, il y a des romances qui sont très sombres, qui du coup n'auraient pas leur place chez Café aux Étoiles, vous voyez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que toutes ces explications vous ont plu. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou en commentaire sous l'article de blog de Café aux Étoiles ou dans le salon Discord de Café aux Étoiles, dont le lien est sur le site Café aux Étoiles. Tout en bas du site, il y a les liens utiles et le lien vers le serveur Discord en fait partie. Si vous avez des recommandations, si vous êtes vous-même lecteur ou lectrice d'imaginaire lumineux pour adultes et que vous avez des recommandations de livres pour nous, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Ça me fera très plaisir d'en rajouter dans ma pile à lire en attendant d'en publier avec Café aux Étoiles. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!